En sortant d'HEC, j'avais le choix entre ce qu'on faisait à l'époque, c'est-à-dire rentrer chez Colgate-Palmolive, ou faire autre chose. Mais il n'y avait pas la possibilité de rentrer dans l'écosystème des startups, ça n'existait pas. Et pour moi, c'était absolument inenvisageable d'aller travailler dans un grand groupe. Pour moi, c'était soit moi, entrepreneur, soit la France. Bonjour à tous, vous écoutez Contre toute attente, le podcast qui décrypte le parcours atypique de celles et ceux qui ont réussi à déjouer les statistiques. Je suis Alexandre Mars et ensemble, nous allons à la rencontre de personnalités qui ont réussi, contre toute attente, à grimper les échelons, à s'imposer comme légitimes, voire même incontournables dans un monde où les places sont rares et les trajectoires souvent prédéfinies. Bienvenue, c'est Contre toute attente. Sur le papier, mon invité est peut-être là où vous l'attendez. Fils d'un ambassadeur et d'une secrétaire d'État, diplômé des plus grandes écoles, HEC, Sciences Po et l'ENA, ancien de France Télécom et de Capgemini, il est aujourd'hui à la tête de la BPI, la Banque publique d'investissement. Mais si on regarde d'un peu plus près ce banquier de la République, comme l'a surnommé le Journal du Dimanche, collectionneur de violons et amateur de musique électro, a surpris plus d'une fois. Dès qu'il rentre dans un cadre, il réussit systématiquement à en sortir ou à en changer les codes. Bonjour Nicolas Dufourcq. Bonjour Alexandre. Est-ce que tu es d'accord avec mon constat, Nicolas ? Assez, oui. Merci. Et est-ce que les gens qui te voient fonctionner au quotidien depuis des années sont plus surpris de ce que tu es en train de faire ? Ah, la BPI, non, ils ne sont pas surpris, effectivement. Ça fait 7 ans maintenant, hein. Ça fait 7 ans. Ils pensaient que ça se calmerait, mais ça se calme effectivement pas, parce qu'on a une chance extraordinaire avec la BPI, c'est qu'en fait c'est organique, c'est un bouquet qui se déploie. C'est-à-dire que chaque fleur fait 3 fleurs, qui fait à chaque fois 3 fleurs. Donc c'est incroyablement créatif. Mais ça, c'est la BPI aujourd'hui. Oui. Quand la BPI, il y a 7 ans, tu en prends la direction, c'était déjà un bouquet de fleurs qui allait justement donner ces magnifiques... Non, il y a effectivement 7 ans, quand je suis arrivé, c'était d'abord un orage politique vraiment extrêmement violent, et ce qu'on m'a confié, c'était des petites graines qui avaient commencé de germer, et ceux qui voulaient bien ouvrir leurs yeux devaient voir qu'il y avait des petites pousses vertes qui commençaient à sortir. Il y avait un très bel OSEO, il y avait des activités de capital développement de la Caisse des dépôts qui étaient décriées, mais en fait la vérité c'est qu'ils avaient commencé à faire du très bon boulot. Et il y avait le Fonds stratégique d'investissement qui avait également plutôt bien réussi sa première trajectoire. Tout ça n'avait rien à voir, enfin, c'était très épars. Et moi, ce que je me suis dit, c'est qu'on pouvait en faire une BPI, en fait. On va parler de l'enfance, juste parce que c'est là où tout commence. Ta maman était secrétaire d'État, ton papa ambassadeur. Ça ressemblait à quoi, ton enfance ? T'as beaucoup voyagé ? Tu avais beaucoup bougé ? Oui, alors on rappelle souvent effectivement que ma mère a passé quelques mois seulement chez Alain Juppé, et puis mon père était diplomate. Hein, c'est très frappant d'ailleurs l'empreinte que ces termes-là, un secrétaire d'État, ambassadeur, finissent par imprimer sur le profil des individus, parce que la vérité c'est que au fond c'est assez marginal. Hein. Moi je suis d'une famille dans laquelle mon grand-père paternel était musicologue organiste. Et mon grand-père maternel était fils d'une dynastie de peintres sculpteurs. Voilà. Et donc des artistes. Plutôt, en fait, des artistes, des universitaires. C'était plutôt ça. Hein. C'est extrêmement bohème. Et ensuite, méritocratie républicaine, donc les concours. Et en effet, un père qui est diplomate et qui nous emmène pendant toute mon enfance à l'étranger. Un étranger composé d'Asie, hein, Japon, 4 ans. Et puis ensuite URSS, pas loin de 4 ans. Et puis ensuite Afrique, l'Afrique équatoriale, le Congo, un peu plus de 2 ans. Quand vous avez 15 ans et que vous avez déjà vécu 10 ans à l'étranger, c'est un peu particulier. C'est une chance extraordinaire, c'est une richesse incroyable. Mais c'est surtout aussi une image de la France qu'on se fait à l'étranger, qui est tellement belle. On dit souvent que les plus grands amoureux du pays sont souvent les gens qui n'y habitent pas. Tu souscris à ça ? Moi, j'y habite maintenant depuis si longtemps. Donc, non, mon amour n'a pas varié. Mais c'est vrai que dans ces années de formation, les années où on s'encode, moi, j'ai été codé à l'amour de la France. Voilà, c'est tout. Hein, d'un pays extraordinaire. Il faut se souvenir quand même, c'était les années 60-70, où vous pouviez avoir un Cartier-Bresson qui sortait un grand livre avec ses photos. Et le titre du livre, chez Hachette, c'était « Le bonheur en France ». On a oublié ça, qu'on était capable d'être vraiment heureux comme Français. Ouais. Et moi, j'ai toujours vécu là-dedans. Donc après ces belles années d'enfance, tu reviens en France, tu intègres HEC. Ce qui m'intéresse par rapport à ce moment à HEC, dans le milieu des années 80,
c'est que tu te mets à créer des startups. Oui. Mais pas une, en fait. Tu en crées plusieurs. Oui. Aujourd'hui, à HEC, dans les grandes écoles, il y a beaucoup plus d'entrepreneurs peut-être qu'il y avait il y a 10 ans, il y a 20 ans. Mais dans les années 80, tu étais le mouton noir. Ta startup ou ce dont tu te souviens et que tu veux partager avec nous? Non, mais on avait des pétards sous les pieds. Effectivement, c'était les années Naouri-Bérégovoy, des années de libéralisme, d'ouverture du marché. C'était aussi les années tapis. Et donc, par rapport à tout ce qu'on avait pu vivre dans nos adolescences, ça marquait déjà une rupture. Et c'était les années où Yves Montand faisait une émission qui s'appelait Vive la crise à la télé, que des millions de Français regardaient, quoi. Donc il y a eu un moment entrepreneurial à cette époque-là. Et moi, je suis littéralement tombé dedans. J'avais fait HEC parce que je voulais être éditeur, moi. Et puis de fil en aiguille, comme toujours dans la vie, on tire des bords, et puis on va ailleurs. Et donc, enfin quand même, la première entreprise que j'ai créée, c'était une entreprise. Je voulais être éditeur d'art, pour être très précis. C'était une entreprise d'exportation des affiches d'art françaises aux États-Unis, qui s'appelait Graphisca. Et puis ça a très, très moyennement marché. Du coup, on a tiré un premier bord, puis un deuxième, puis on en a créé 5 ensemble. Voilà. Toujours avec le même? Toujours avec le même. Tu le vois encore aujourd'hui? Bien sûr, bien sûr. Génial. Il est devenu entrepreneur? Oui, bien sûr. C'est le directeur général de la compagnie des signaux, de CS. Tu nous parlais de ta passion pour l'art. Et là, en parallèle, tu fais l'école du Louvre. Je n'ai pas fait très longtemps, pour être très franc. J'ai fait 18 mois. Bah, donc je ne suis pas. C'est cette passion, pour l'art. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé à HEC à 18 ans, très jeune. Et honnêtement, faire de la compta, du contrôle de gestion, de la programmation opérationnelle à 18 ans, c'est inhumain. Et donc, j'ai compensé en faisant l'école du Louvre, ce qui était cohérent avec l'idée d'être éditeur d'art, faut avouer. Je suis le cheminement. Voilà. De nouveau, ce qui est intéressant depuis le départ, et ce qu'on va voir, et c'est ce que tu fais aujourd'hui, c'est qu'à nouveau, le cadre est là. Tu es à HEC, et quand tu es à HEC, normalement, tu ne deviens pas entrepreneur, tu ne montes pas des startups. C'est sympa de penser qu'à l'époque, c'était le cas, parce qu'il y avait une émission à la télévision. Non, la réalité, c'est que vous étiez... Mais surtout, on était très peu nombreux à l'ENA à le faire, parce qu'à l'ENA, c'était essentiellement à l'ENA que j'ai créé mes boîtes. Parce qu'en sortant d'HEC, j'avais le choix entre ce qu'on faisait à l'époque, c'est-à-dire rentrer chez Colgate-Palmolive, ou faire autre chose, mais il n'y avait pas la possibilité de rentrer dans l'écosystème des startups, ça n'existait pas. Et pour moi, c'était absolument inenvisageable d'aller travailler dans un grand groupe. Pour moi, c'était soit moi, entrepreneur, soit la France, donc l'État, donc l'ENA. Voilà. Donc j'ai essayé de faire les deux. J'ai été plus successful à l'ENA qu'en tant qu'entrepreneur. Et c'est ça qui m'a emmené vers ces voies-là. Et donc c'est là où tu te retrouves après l'ENA, rentré chez France Télécom, donc le Orange de l'époque. J'étais rapporteur de la commission MINC. À l'époque, c'était la commission sur la France de l'an 2000, qui annonçait un peu le discours technolibéral qui nous porte maintenant depuis une trentaine d'années. Et juste après, je suis entré chez France Télécom pour proposer à Marcel Roulet, qui m'a recruté à l'époque, avant Michel Bon, de lancer les activités Internet de France Télécom, que j'avais découvertes aux États-Unis dans multiples voyages que je faisais pour moi-même. Et donc, normalement, quand tu rentres chez France Télécom, à l'époque, c'est le téléphone fixe qui fonctionne, à la rigueur, le Minitel. Ouais. Et toi, tout de suite, de nouveau, tu deviens intrapreneur, en fait. Tu imagines un France Télécom différent. En fait, ça s'est passé en 93. Je suis allé à la Nouvelle-Orléans pour le NCTA, le National Cable TV Association. C'était le grand salon de l'époque. Et c'était le salon où on voyait la déformation des grandes tendances de l'audiovisuel. Et c'était une époque, il faut se souvenir, où Thomson avait vendu des décodeurs à Direct TV aux États-Unis, qui était le premier nouvel entrant dans la télévision par satellite. Donc la France avait un petit quelque chose, et donc j'ai été regarder ce qui se passait. Et je suis revenu avec le constat des premiers services Internet. Et en l'occurrence, à l'époque, c'était Mosaic et Prodigy. Et donc, je suis revenu en me disant, ça c'est évidemment quelque chose qu'il faut qu'on fasse en France, et j'ai appelé France Télécom en disant, j'aimerais bien faire ça chez vous. C'est comme ça que ça s'est passé. C'est comme ça que tu as été embauché pour lancer. Donc, ce qui non, j'ai pas été embauché pour le lancer. Ils m'ont dit... Fais des preuves. Ils m'ont dit, c'est n'importe quoi, on fera jamais ça. Mais venez donc vous occuper de la réforme des retraites chez nous. Et j'ai accepté. La réforme des retraites. Et j'ai accepté. Je me suis dit, je vais accepter. Et puis, j'en profiterai pour ensuite arriver à mes fins. Et c'est ce que j'ai pu faire grâce à la confiance que m'a accordé Michel Bon. Et combien de temps t'es resté, la réforme des retraites, avant de passer justement au digital, au multimédia ? 18 mois. 18 mois. Donc là, tu rentres sur la division multimédia. Et je la crée. Tu la crées, tu lances Wanadoo. Alors les équipes avaient lancé un premier service de fournisseur d'accès Internet. On développe le truc, on développe le câble, on rachète les annuaires à Havas, on crée pas de jaune. Voilà. Et puis on développe les services, on lance le moteur Voilà.
On lance la plateforme de jeux multijoueurs qui s'appelait Dark Age of Camelot. On achète une petite boîte de production, Index, Idéal Audience. On se lance dans toutes les directions de la fusion contenu-contenant. Et on cote Wanadoo en juillet 2000 pour 20 milliards d'euros. Donc là, on est au sommet de la bulle. Dernière grande cotation européenne. C'était la dernière. Oui. Donc là, ric-rac. Le monde ric-rac. Le monde Internet se dégonfle. Ouais. Quand tu es dans un grand groupe comme celui-là, quand tout d'un coup, tu avais tous les faisceaux de lumière sur toi à cette époque-là, donc certainement, comme souvent, tu devais certainement apporter un petit peu de jalousie. En tout cas, certaines personnes devaient être pas mécontentes que tout s'écroule. Qu'est-ce qui se passe juste après ? Parce que là, tu es dans la direction, pour mon souvenir, tu es dans la direction. Est-ce que Nicolas Dufour, qui est le prochain après Michel Bon, il y a tous les signaux sont ouverts. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Mais tu restes pas, la vérité. On sait aujourd'hui, c'est que tu restes pas. Je suis parti 2 ans plus tard. Ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que, bien sûr, il y a eu la bulle Internet, mais c'était pas très grave. À la fin des fins, c'était embêtant pour les investisseurs. Wanadoo a perdu 4-5 milliards d'euros de valo assez rapidement. On valait plus que, mettons, de mémoire, 16 milliards à la fin, ou 17 milliards à la fin de l'année 2000. Ça ne nous a pas empêché d'acheter FreeServe, le numéro 1 britannique, et ça ne nous a pas empêché d'acheter le numéro 1 espagnol et de devenir le numéro 1 européen. Donc pendant les 2 années qui suivent, la campagne se poursuit. En revanche, à côté, sans qu'on le voie, se noue le drame de la téléphonie mobile, avec les enchères UMTS, qui coûtent des dizaines de milliards de monnaie, et qui vont très très largement abîmer la structure bilancielle de France Télécom. À l'époque. Et la crise de France Télécom en 2002, celle qui se noue et qui conduit au départ de Michel Bon, malheureusement, qui était un très très grand manager, c'est une crise massive de l'endettement, absolument pas due aux investissements dans l'Internet, puisque les investissements dans l'Internet ont été faits qu'en papier. C'est une crise de cash, et c'est les tombereaux de cash qui ont été brûlés pour la grande campagne de conquête européenne du mobile de France Télécom, aussi bien en Grande-Bretagne avec Orange qu'en Allemagne avec un grand opérateur allemand qui très décevant par la suite. Voilà, c'est ça qui s'est passé. Et donc il faut imaginer une énorme boule de feu qui vient du mobile et qui crame tout à France Télécom. Et donc toi qui étais proche de Michel Bon, tu es une victime collatérale. Quand il part, tu dis juste que tu vas faire autre chose ailleurs. Tu as fini ta mission. Quel est ton sentiment à ce moment-là ? Tu pars chez Capgemini. Qu'est-ce qui se passe ? Il te propose de les rejoindre. Comment ça se passe à ce moment-là ? Oui, j'ai reçu un appel. J'ai reçu un appel, absolument, pour rentrer au comité exécutif de Capgemini et diriger toute la région européenne. Pour un métier qui est un métier de service informatique, alors absolument radicalement différent de ce que j'avais fait jusque-là. Ça m'emmène à découvrir la relativité des planètes. C'est-à-dire que dans les entreprises, les gens pensent toujours que leur entreprise est au centre du monde. On pense toujours qu'on est soit Orange-centrique, soit Capgemini-centrique, etc. Mais quand on change d'entreprise, on mesure justement la relativité de tout et la complémentarité des métiers. C'est-à-dire qu'un métier de télécom ou un métier de fournisseur d'accès Internet ou un métier de contenu, ça n'a tellement rien à voir avec un métier de service informatique, la relation client, le business model, la dureté, la pression, que c'est quand même extrêmement enrichissant. C'est comme plusieurs pays, en fait, de pouvoir être multinational du business. En 2000, tu te voyais rester, toi qui es un amoureux, patriote, amoureux de la France, tu te voyais rester 20 ans, 30 ans chez France Télécom. C'est une souffrance quand tu dois partir ou tu dis juste c'est une nouvelle aventure ? En l'occurrence, ma maison, c'était vraiment Wanadoo. Même si à la fin, j'avais été promu et j'étais numéro 2 de France Télécom. J'avais toute la branche grand public qu'on me demandait de moderniser. Mais je me souviens très bien qu'à l'époque, on me disait tu devrais faire ci, on te propose de faire ça. J'ai eu des très très belles propositions. Mais moi, je voyais la possibilité de faire du Wanadoo de l'époque. Un arbre immense. Un arbre immense. On avait, honnêtement, on peut le dire, parce que c'est vrai, on était à Paris, tous les fondateurs de l'Internet français quand même, très clairs dans nos têtes sur ce que l'Internet allait faire et permettre de faire pour peu que la technologie rattrape nos rêves. Et la technologie a rattrapé nos rêves très très vite. Donc on avait vu Facebook, on avait vu les moteurs de recherche tels qu'ils sont arrivés, on avait vu les jeux massivement multijoueurs tels qu'ils sont arrivés. Et donc il y avait à l'époque la possibilité pour la France de créer un GAFA, c'était pas du tout exclu. Et donc en fait ce qu'on avait en tête, nous, moi, mon équipe rapprochée, mais je pense que c'était exactement le cas pour Xavier Niel, on avait en tête l'idée qu'on peut faire un GAFA. On peut faire un GAFA européen. C'est tout à fait possible.
Et aujourd'hui, tu penses encore que c'est faisable ? Non, cette bataille depuis a été perdue. Elle a été perdue. À mon avis, vraiment, si je fais une analyse clinique de ce qui s'est passé, c'est l'explosion de la bulle du mobile qui a tout brûlé. Elle a tout brûlé, et donc les investissements qui étaient quand même nécessaires pour faire un GAFA Internet européen ont été coupés très très largement. Et puis surtout, cette espèce de bulle de créativité et de confiance en soi californienne dans laquelle nous étions à l'époque, Bien sûr, c'était faisable, a été anéantie par la vengeance du brick and mortar après 2002. Qui a été mis de côté. Le brick and mortar, comme on parlait à l'époque. Non, oui, absolument. La classe dirigeante des entreprises du legacy. Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. Ça ne marchera jamais. C'est vraiment, vraiment vengé. Ouais. Tu me parlais des GAFA, c'est intéressant. Mais est-ce que tu penses que c'est une bonne chose ? Peut-être le GAFA que tu imagines à l'époque de Wanadoo, mais est-ce qu'aujourd'hui tu trouves que c'est une bonne chose, un GAFA ? Tu sais très bien la grande discussion qu'il y a aux États-Unis en disant il faut casser les GAFA, comme a été cassé en 84 les AT&T à l'époque aux États-Unis. Est-ce que tu comprends ça ? Est-ce que tu penses que tu peux avoir des entités aussi puissantes ? Oui, bien sûr. On n'aurait jamais imaginé à l'époque ce que sont devenus les hyperscalers. Ouais. Quand je dis GAFA, je veux dire un opérateur qui a une promesse de valeur assez complète, dans laquelle il y a l'expression de soi. C'est-à-dire que Facebook n'existait pas, mais on était en train de créer un site où tous les Français auraient une page perso. Bon, c'était Facebook. Ouais. Mais c'était parce que l'idée, c'était que tout le monde doit pouvoir s'exprimer et communiquer. On était sur l'idée que le besoin de communication est illimité. Personne, je pense, n'était à ce moment-là dans l'anticipation des effets potentiellement antidémocratiques des GAFA. Personne du tout. Non, c'était plutôt que sans fleur fleurisse. Et la seule chose qu'on demandait, très clairement à l'époque, c'était qu'on nous laisse le faire et que l'État ne vienne pas réguler. Nous, BPI France, il y a des gens qui sont éditeurs d'auteurs. Il y a des producteurs de metteurs en scène. Nous, on est producteurs d'entrepreneurs. C'est-à-dire qu'un entrepreneur, pour nous, c'est quelqu'un qui fait son film. En février 2013, après ces quelques années chez Capgemini, tu deviens donc directeur général de la BPI, Banque publique d'investissement. Est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs, la plus grande partie savent ce qu'est la BPI, est-ce que tu peux expliquer simplement ce qu'est aujourd'hui une banque publique d'investissement ? Et deuxième question que j'ai pour toi, est-ce que tu peux aussi expliquer pourquoi ils viennent chercher toi ? Un entrepreneur, à quelque stade que ce soit de son existence, la création, le développement, l'innovation, la croissance, le BFR, etc., l'ouverture de son capital, doit pouvoir avoir un accompagnateur extrêmement compétent, bienveillant, à hauteur d'hommes et de femmes. C'est la BPI. Voilà, donc c'est ce qu'on fait. On a donc près de 200 000 clients et ça va depuis le créateur dans un quartier de Seine-Saint-Denis jusqu'à Orange ou Peugeot, dans lequel on a pris 2 milliards d'euros de capital il y a 18 mois. Voilà. Et on est en mesure de dire qu'entre le créateur de Seine-Saint-Denis et le directeur général particulièrement brillant de l'une des participations cotées de BPI France, il y a un continuum complet. C'est le même monde, c'est juste le même. Et ensuite, on s'arrête à ça. C'est-à-dire qu'on ne finance pas l'immobilier, on ne finance pas les infrastructures, on ne finance pas les collectivités locales, on ne finance que ces gens-là. Les entrepreneurs. Et donc je me suis à définir le portrait robot dans le grand événement de la semaine dernière, là où on a reçu 52 000 entrepreneurs dans le stade de Bercy. Portrait robot dans lequel, au fond, les qualités sont sincérité, détermination, courage, singularité, conscience de sa différence, audace, etc. Tu es un vrai amoureux de l'entrepreneuriat ? Complet. Assumé. Totalement assumé. Oui. Et toi-même, tu l'as été ? Tu es devenu intrapreneur. Oui. Est-ce que pour toi c'est terriblement similaire, l'entrepreneur, l'entrepreneur ? Moi, je pense qu'il y a 1000 manières d'être créatif dans la vie, quoi. L'essentiel, c'est de bien régater de manière à aller là où on vous permet de l'être. C'est-à-dire que si je peux donner un conseil à ceux qui nous écoutent, c'est que quand vous commencez à vous sentir dans un univers qui vous rend moins créatif, il faut partir. Nicolas, la notion de public se traduit comment exactement ? C'est l'État qui tient les manettes, à qui tu reportes, qui dicte les priorités en matière d'investissement ? Alors, il y a plusieurs choses dans la question. Il y a la gouvernance, il y a qui sont les détenteurs du capital de la banque, etc., etc. Donc, l'État à 50%, la Caisse des dépôts 50%. Il y a un ensemble de conseils d'administration dans lesquels on a des administrateurs indépendants, hommes et femmes, et puis l'État et la Caisse.
Bon, ça, c'est une chose. On y passe les budgets, on y passe les plans stratégiques, on passe les plus gros deals. Donc, c'est très débattant. C'est une gouvernance d'entreprise, tout à fait normale. Bon. On est régulé par la Banque Centrale Européenne, qui vient régulièrement au Conseil. On est régulé par l'AMF. On est devenu la plus grosse société de gestion de private equity française. Bon. Maintenant, quand on se tourne vers l'État, il est totalement polymorphe. Donc, il y a des États partout. Donc, c'est une multitude d'alvéoles de gens à convaincre, vers lesquels pousser des agendas, pousser des idées. Et ce qu'il y a au fond, j'ai envie de le dire, formidable, c'est que l'État, aussi curieux que ça puisse paraître, en tout cas pour ce qui me concerne, nous laisse être totalement créatifs. Totalement créatifs, probablement plus que dans n'importe quelle entreprise. Il se trouve que tout ce qu'on crée a plutôt tendance à marcher et rapporte même pas mal d'argent. Donc on est très profitable. Du coup, cette machine-là, qui est une machine de confiance créative, elle fonctionne honnêtement bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a de public ? Je pense pouvoir vraiment dire que mon équipe, et puis en fait l'entreprise, le collectif des 3000 salariés, a très profondément intégré la question du bien commun, c'est-à-dire de qu'est-ce qu'on peut faire pour que la France aille mieux. Sur notre cible à nous, qui sont les entrepreneurs. Une fois qu'on a dit ça comme ça, et que par ailleurs on a publié nos valeurs, qui sont la volonté, l'optimisme, la proximité et la simplicité, tout devient possible. Tout devient possible. Donc on fait quantité de propositions à nos actionnaires en leur disant on pourrait imaginer de faire ça, et puis on pourrait faire ci. Et en règle générale, on nous dit bonne idée, allez-y. Tu as vu une évolution depuis que tu as pris ce poste-là, parce que le succès amène le succès, comme on dit souvent. Oui. Tu parlais de bénéfices, les bénéfices sont publics de la BPI. Oui. Tu peux nous dire le montant des bénéfices ? On fait 1 milliard d'euros de résultat net par an. C'est un résultat qui rassure, à mon avis, les décideurs, en tout cas ceux qui sont à côté de toi. Donc comment ça se passe ? Est-ce que c'était arrivé de proposer quelque chose qui a été refusé ? Alors c'est pas facile, parce que nos propositions sont quand même en rupture, souvent. C'est une très très grosse dépense d'énergie, une dépense d'énergie constante, mais qui à la fin des fins fait des combats gagnés à la satisfaction de tous. Pratiquement tout ce qui fait les caractéristiques de la BPI aujourd'hui est venu de propositions que nous avons faites et qui ont été validées, qui ont infusé. Je me souviens de cette discussion qu'on avait eue tous les deux, où tu me disais, on va aider les jeunes à découvrir un nouveau pays. Oui. Alors, évidemment, ça marche à chaque fois, parce que et moi je te disais, mais lequel dont tu parles, Nicolas ? Et tu me disais, la France. Oui, c'est ça. Et là, pour moi, ça résume exactement qui tu es. Oui. C'est des choses simples, mettre en avant notre pays, en faisant des choses un peu innovantes. Le VTE, donc, tu peux en parler en quelques secondes. Comment tu l'as structuré et pourquoi les Français ont besoin de redécouvrir leur pays ? Non, mais ça part d'un constat qui est que les entrepreneurs disent tous j'arrive pas à recruter des élèves des grandes écoles des métropoles, écoles d'ingénieurs, écoles de commerce, premièrement. Deuxièmement, d'un constat qui est lié au fait que nous, on vit immergé littéralement dans les jeunes générations, donc avec les jeunes, et on les voit malheureusement, très souvent, finalement déjà routinisés sans même s'en apercevoir. C'est-à-dire, en fait, cherchant à ressembler à des rôles modèles qu'on leur a de facto imposés sans qu'ils s'en soient aperçus. Donc des rôles modèles très globalisés, vont absolument passer leur vie à l'étranger le plus vite possible, travailler dans des grandes entreprises, ils n'ont absolument aucune idée de ce que ça va être. Donc finalement, peu libre. Or, nous, BPI France, ce qui nous anime, c'est de renforcer constamment le potentiel de liberté des gens. C'est vraiment fondamental. Et pour l'avoir fait moi-même, je dis aux jeunes, non seulement vous avez toute la vie pour aller à Singapour, mais nous, on va vous offrir la possibilité de vivre une expérience de liberté totale dans un pays que vous ne connaissez pas, le vôtre. Et vous serez bras droit d'un patron de PME, et vous allez vivre la vraie vie, quoi. C'est-à-dire une vie sans cantine, sans comité d'entreprise, sans voyage surpayé, la vie, la vraie. Vous resterez peut-être, normalement vous ne resterez pas, mais c'est pas grave, toute vos vies, vous vous en souviendrez. Ouais. Tu n'as pas répondu tout à l'heure à cette question, mais avant de devenir le directeur général de la BPI, tu n'as jamais exercé de fonction de banquier, jamais. Non, je m'étais fixé une interdiction catégorique de le faire jamais. Et donc, mais pourquoi ? Alors, c'est cette question. Qu'est-ce qui se passe dans la tête et de qui pour qu'on te dise, Nicolas, c'est toi qui vas devenir le banquier de la République ? Qu'est-ce qui se passe en 2012 quand ça arrive ? Qui vient te voir ? Qui vient dire Emmanuel Macron, il m'a appelé à 1h du matin. Je me souviens très bien, dans la nuit blanche de ce mois d'octobre-là, 2012, en me proposant ce job-là. Et mon nom lui avait été suggéré par un ami commun.
qui semble-t-il me connaissait. Il ne le fera jamais ça, donc propose-lui. non, c'est pas ça. Non, en fait, le métier de banquier est un métier absolument magnifique. Pour peu qu'on puisse le faire, j'ai envie de dire, comme on le fait chez nous. C'est-à-dire en médecin de campagne des entrepreneurs. Est-ce que tu penses que Emmanuel Macron avait lu ce livre que tu as écrit? Il s'appelle L'argent du cœur. Oui. Et c'est quand même assez incroyable. C'est nouveau, c'est assez incroyable de penser que le patron de la plus grande société de gestion, si tu comme ça tu peux le décrire, mais un des plus grands banquiers aujourd'hui en France, a écrit en 1996 ce bouquin. Évidemment, moi, ça me touche particulièrement avec ce que je fais au quotidien, qui s'appelle L'argent du cœur. En gros, tu parles du don. Oui, j'avais eu la possibilité de travailler pour Médecins du Monde. Donc pendant plusieurs années, en parallèle de tout ce qu'on se décrit, là, la vie était riche à l'époque, à la réflexion. Et j'étais chez Médecins du Monde. Et à un moment, quand je suis rentré chez France Télécom, à l'époque, je me suis dit, je ne peux plus tout faire. En revanche, puisque je mets un terme à Médecins du Monde, je vais quand même me poser pour écrire tout ce que ça m'a appris et tout ce que je pense de la question du don. Voilà. La collecte. Et d'où ce long. Tu as déclaré dans une interview à la Tribune, nous sommes des disrupteurs positifs de la banque. Est-ce que tu veux dire par là que les autres banques ont un impact négatif? Non, non, elles font un travail gigantesque. Simplement, elles sont... C'est très, très politiquement correct. C'est pas tellement ça. Non, t'as dit gigantesque, ce qui est vrai, mais je te parlais des positifs. D'abord, elles ont beaucoup plus de métiers que nous. Hein. Elles sont beaucoup plus grosses que nous. Nous sommes 3000. Et donc, on est une ETI extrêmement fluide. Moi, je connais tout le monde. C'est vraiment un miracle. Et puis, par ailleurs, étant beaucoup, beaucoup plus lourdes, et tenues par des chaînes du commandement qui sont elles-mêmes beaucoup plus longues, hein, elles ont parfois eu tendance à s'éloigner un peu du client. Et malheureusement, elles ont été très fortement victimes des durcissements réglementaires qui les ont conduits à accentuer un peu cette tendance de prise de distance par rapport au client final, sur laquelle elles sont en train en ce moment de revenir heureusement. Mais pour résumer, je vais vous dire, nous, BPI France, il y a des gens qui sont éditeurs d'auteurs, il y a des producteurs de metteurs en scène, nous, on est producteurs d'entrepreneurs. C'est-à-dire qu'un entrepreneur, pour nous, c'est quelqu'un qui fait son film. Tu vas l'aider pour que ce soit un succès à la fin. On parlait des banques. Quand tu vois ces nouvelles banques qui se créent aux États-Unis comme Aspiration ou Good Money, qui mettent justement cette vision du bien social au centre, tu penses que justement c'est là où ces grandes banques ou ces vieilles banques vont être challengées parce qu'elles ont un peu oublié leur rôle sociétal? Tu vois une évolution positive de ce monde bancaire? Absolument, et d'ailleurs, j'ai pas une vision négative du tout des banques, hein, de ces grands réseaux. C'est pas binaire. Non, c'est pas du tout binaire. Hein. On est sur des arcs-en-ciel de couleurs. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est le rapport à la liberté. Hein. C'est-à-dire, est-ce qu'à la fin des fins, on a rendu nos clients plus libres et plus efficaces et plus performants pour accomplir leurs rêves? C'est comme ça le rôle du banquier. C'est tout. Donc, tous les banquiers de France et de Navarre. C'est la base du Tech for Good. Tech for Good, c'est d'abord Tech for Freedom. Et puis alors ensuite vient la transition énergétique, l'inclusion. Tu parlais de ce grand événement tout à l'heure, Big, qui avait lieu. Et donc j'ai été y parler. Et je t'assure, je suis arrivé là-bas. Donc c'est l'Accor Arena, aussi un POPB, pour des gens qui ont plus de 40 ans qui se souviennent. Et j'ai vraiment halluciné de voir ce que j'ai vu. Des milliers et des milliers d'entrepreneurs, pas forcément tous entrepreneurs aujourd'hui, certains qui voulaient devenir entrepreneurs. Et on a d'anciens. Pour parler de ça, j'ai été aussi assez intéressé dans votre communication, Monsieur Dufourcq. Vous envoyez du bois, nous envoyons du blé. Entrepreneurs, faites-nous banquer. Le hashtag bougez-vous le cloud. Donc tout ça rentre dans un modèle où tu n'imaginais pas une seule seconde. C'est comme l'Accor Arena. Je n'imagine personne être capable de mettre ensemble dans une journée autant d'entrepreneurs. Oui. Donc tu secoues le système, ça c'est une évidence. Tu dois être aussi assez critiqué. Oui ou non? En fait, je n'ai pas vraiment le sentiment. Honnêtement, non. Parce que tu fais des choses... Encore une fois, tu ne certainement pas critiquer des entrepreneurs. Non, mais est-ce que tu penses que Moi, je pense qu'on contribue à réenchanter la banque. Et il y a des centaines de milliers de Français qui travaillent dans le secteur de la banque et qui sont bien contents que quelqu'un fasse le job, en fait. Donc non, ils t'envoient leur CV? Énormément, bien entendu. Hein, et encore une fois, on a les mêmes contraintes que tout le monde. Hein. On a la Banque Centrale Européenne, on a ce qu'on appelle le SREP, c'est notre bulletin de notes qui tombe tous les trimestres, on a les mêmes ratios, on est tout pareil. Tout pareil. Mais, au fond,
On n'est pas stockholmisé du tout par la Banque Centrale Européenne, quoi. Voilà. On pense qu'on peut continuer de faire une banque totalement solaire, tout en respectant les cadres prudentiels de l'Union bancaire. Nous, les patrons des grandes institutions françaises, privées comme publiques, on a un devoir qui est de parler aux gens. Tu parcours la France, tu rencontres des tonnes d'entrepreneurs et de startups. Donc si on met de côté les Frédéric Mazella de Blablacar, les Julie Chapon de Yuka, est-ce que tu vois d'autres startups que tu adores ou des entrepreneurs que tu apprécies énormément, que tu pourrais citer ou que tu aimes bien parce que tu dis, voilà, c'est les prochains. T'en as quelques-uns? T'en as trop? J'en ai de toute génération. C'est ça qui est chouette. C'est ça qui est formidable. Donc je ne dirais pas que c'est forcément les prochains. Hier soir, j'étais avec prenez Henri Marquetta. Henri Marquetta, fondateur de la société Mecalac, lac comme lac d'Annecy. Donc Marquetta, il fait les engins de chantier, les petites bennes que vous trouvez partout dans les rues de Paris, qui sont adaptées au centre historique pour faire des travaux. C'est de la très haute ingénierie française. Il a créé cette entreprise. Magnifique entreprise. Extraordinaire entreprise. Bon, alors l'anecdote est la suivante. Henri, hier, me dit, Nicolas, voilà, bon, j'ai appris que dans tel endroit, une usine allait fermer. Une usine de 150 salariés. Parce que son actionnaire scandinave a décidé de la fermer pour rapatrier les activités en Suède. Cette usine, je l'aime. Je l'aime parce que j'ai commencé ma carrière il y a 45 ans. Je veux la sauver. Elle n'a rien à voir avec Mecalac. C'est pas grave. Est-ce que tu peux m'aider? Voilà, c'est ça, l'entrepreneur que j'aime. Et il y en a un grand nombre en France, c'est ça que tu as la chance de voir. Absolument partout. Nicolas, un autre sujet important pour toi, l'entrepreneuriat féminin. Un sujet qui est important pour tout le monde. Tu le sais, les femmes restent largement sous-représentées dans le secteur technologique et les startups. Que fait la BPI en ce sens? Je sais que vous avez signé la charte Sista. Donc la charte Sista, pour les auditeurs, c'est le collectif Sista et le Conseil national du numérique publient une charte de bonnes pratiques à destination des fonds d'investissement. Un objectif, c'est qu'une partie des startups financées doivent être fondées ou cofondées par des femmes. C'est une cause fondamentale. Chez BPI France, il y a 62% de femmes. Donc c'est déjà une entreprise qui est très féminine. Dans nos activités d'investissement, on est particulièrement féminin. Et sur les entreprises dans lesquelles nous investissons, à la différence du marché qui est à 3% d'entreprises féminines, nous on est à 15%. Bon, donc c'est pas suffisant du tout. Sista se fixe un objectif de 25% en 2025. Objectif très ambitieux, mais qu'on va essayer de tenir. Et pour le tenir, je l'ai dit à tous les fondateurs, il faut absolument qu'on change l'attractivité des métiers de la tech dans les écoles d'ingénieurs au profit des filles. Il n'y a pas assez de filles créatrices d'entreprises en sortie d'école d'ingénieurs. Si on veut faire 25% de levée de fonds par des femmes en 2025, il faut que... École d'ingénieurs pour toi, les écoles de commerce moins. École de commerce, c'est déjà mieux. C'est déjà mieux. Mais toi, tu voudrais vraiment se concentrer sur les écoles d'ingénieurs. C'est-à-dire que les levées de 2025, ça va être beaucoup de levées deep tech. Ça va être encore beaucoup de levées digitales. Mais non, de toute façon, je ne me concentre pas sur l'école d'ingénieur. Mais tu dis que c'est au niveau de l'école, on est d'accord. Oui. Au niveau de l'école, il faut que l'entrepreneuriat soit plus féminisé. C'est au niveau du recrutement de l'école, c'est les classes prépa déjà. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler, en quelques secondes, de votre programme que vous avez lancé dans les quartiers? C'est un programme Entrepreneuriat pour tous. On est en train de faire une tournée de 45 quartiers en ce moment. Là. Partout en France, surtout pas uniquement en région parisienne. Oui, on a démarré à Arles, d'ailleurs, dans le quartier politique de la ville de Arles, car il y en a un. Tu y vas, toi? Oui, moi j'y étais, bien sûr. Je ne fais pas toutes les étapes, mais là je vais en faire, je pense, une petite dizaine. Et là-bas, à chaque fois, c'est énergie vitale. Pour toi, c'est au top du top. Alors, c'est incroyable. Étoile dans les yeux, fantastique. Et donc, on leur donne des crédits pour la création d'entreprises, et puis on crée des accélérateurs, c'est-à-dire des écoles pour entrepreneurs dans le quartier. Donc, très important. Et ça, c'est quelque chose que tu as proposé? C'était quelque chose qui était un mandat du gouvernement? En l'occurrence, c'est le président de la République, dans un discours, a dit « Moi, j'aimerais bien qu'il y ait une BPI des quartiers ». Et donc ensuite, nous, on a orchestré un programme. Parler du président, il y a une annonce qui a été faite il y a quelques mois de ça, sur un investissement de 5 milliards d'euros dans les startups françaises. Oui. Est-ce que tu penses que ça, c'est un peu les échos qui pourraient être survenus suite à cette annonce? On va survaloriser les entreprises? Tu penses qu'elles ne seront pas survalorisées par rapport de toute façon aux organisations et aux entreprises américaines? Est-ce que tu penses que ce sera un impact positif sur la compétition par rapport aux autres? Non, l'annonce, elle est très précise. C'est libérer des poches de capital pour permettre aux entreprises
qui sont déjà devenus des ETI tech, qui ont déjà 200 salariés, 300 salariés, etc., de lever des dizaines de millions d'euros leur permettant de devenir des grandes entreprises tech, françaises et non pas américaines. Donc t'es scale-up en fait. Donc c'est ce qu'on appelle les scale-up. Moi je dis entreprise de taille intermédiaire tech, mid-cap tech, bon. Et c'est vrai que là il n'y a pas assez de fonds en France. Il y a nous, il y a Euraseo qui fait ça très bien, il y en a peut-être un ou deux autres, je parle du digital, ouais. Mais ça ne suffit pas. Donc il faut convaincre les assureurs, qui se sont donc engagés là, de financer les fonds privés français pour qu'ils soient capables de mettre des tickets de 30, 40, 50 millions d'euros dans les ETI tech françaises. Ton mandat à la tête de la BPI a été renouvelé en 2018 pour 5 ans. Oui. En 2023, tu auras terminé tes 10 ans de mandat à la BPI, si tu vas jusqu'au bout. Oh. Est-ce qu'on peut faire un troisième mandat déjà ? Est-ce qu'il y a de la gouvernance ? Il y a une gouvernance ? D'accord. Oui. Tu parles toujours d'indicateurs de succès à tes entrepreneurs, c'est quelque chose d'important. Quels sont les tiens ? Après 10 ans à la BPI, comment tu définirais quand on se verra dans quelques années ? Tu me dirais, ce que j'ai fait, j'ai réussi ce que je l'imaginais faire. C'est quoi c'est lesquels tes indicateurs de succès ? Il y en a. Tu dois en sortir un ou deux, ce serait lesquels ? Il y en a énormément. Il y a évidemment des indicateurs de volume. Ouais. Bon, ceux-là, ils sont classiques, mais la banque a explosé en volume, ça c'est sûr. Il y a des indicateurs de créativité, donc c'est la manière dont le projet s'est déployé aussi bien vers de nouvelles populations, cette année 2019 très féconde, déploiement massif sur les chercheurs, plan Deep Tech, déploiement massif sur la création, plan entrepreneuriat pour tous. Voilà. Mais également créativité dans la manière dont on fait de la banque, c'est-à-dire le renouvellement même du métier de banquier au quotidien. Renouvellement également de la manière dont on parle aux Français. Je pense que dans tout ce qu'on fait, nous, les patrons des grandes institutions françaises, privées comme publiques, on a un devoir qui est de parler aux gens. On ne peut pas imaginer échapper à cette responsabilité de parler aux gens, aux Français. Et donc, chez nous, la communication n'est pas une fonction support, par exemple. C'est un métier. C'est un des grands métiers du groupe. Il y a les fonds propres, il y a le crédit et il y a l'art de parler aux Français. Voilà. Et on a beaucoup progressé, je le constate. Big, cette année, a été encore beaucoup mieux que l'année dernière. Et donc Qu'est-ce que ça sera l'année prochaine ? Je sais qu'on donc va continuer. Toi, ton critère de succès, ton indicateur, s'il y en avait un à mettre en avant ? C'est l'impact. L'impact. Oui, bien sûr. On va terminer avec une question. Est-ce que ta prochaine aventure sera entrepreneuriale ou politique ? Parce que tu n'as pas fait ça encore. Elle sera, s'il y en a une, elle sera créative. Créative. Oui. Ça peut être les deux. Et donc ça peut être n'importe quoi. Ça peut être n'importe quoi. Oui, mais il faut que ça soit créatif. Nicolas, nous terminons toujours ce podcast par un quiz. 2 propositions, une réponse possible que tu peux développer ou non. Léonard de Vinci ou Elon Musk ? Léonard de Vinci ou Elon Musk ? Non, mais c'est pas choisissable, ça. Il faut pourtant. Ils tous les deux. Et non, je trouve qu'il y a... Ils ont tous les deux révolutionné le monde. Non, ça va. Start-up ou grand groupe ? Tu peux pas me dire à chaque fois les deux, ça marchera pas. Non, mais ce qu'il y a d'extraordinaire quand on a un grand groupe, c'est de lui rendre toute sa liberté, quoi. Donc c'est l'esprit start-up dans un grand groupe. Ouais. Chopin ou Justice ? Plutôt Justice. Cacahuète ou pistache ? Pistache. Sénégal ou Kenya ? Sénégal. National ou régional ? Bon, non, il faut faire l'Europe. C'est notre pays. Donc c'est même pas national ou régional, c'est l'Europe. Banquier ou entrepreneur ? Entrepreneur. Nicolas, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci Alexandre. Merci de votre fidélité et d'avoir écouté Contre toute attente, le podcast qui décrypte le parcours atypique de celles et ceux qui ont réussi à déjouer les statistiques. Si l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir, n'hésitez pas à la partager. Et n'oubliez pas, 100% des gagnants ont tenté leur chance.